Bonjour Simon et bienvenue donc à l'atelier pour le projet que l'on a nommé Prisme. En 1998, tu sors des conservatoires royaux d'art dramatique de Bruxelles et de Mons. Suite à cela, tu gravites dans le milieu du cinéma belge en tant qu'assistant réalisateur. Tu côtoies également le milieu du hip-hop en rejoignant le collectif Speakeasy en 2012. Tu as été coordinateur à la zone Maison de Jeunes à Liège, notamment active au niveau du slam, discipline que tu pratiques depuis de nombreuses années, et tu es actuellement directeur coordinateur à l'ASBL Les Arts Urbains, association active dans le champ socio-artistique des cultures urbaines. Est-ce que tout cela est bien correct ? Tout cela est juste, tout à fait. Alors Simon, première question que je voulais te poser, qu'est-ce que la culture urbaine et en quoi est-ce une culture ? Très difficile de définir une culture. Moi, j'ai quelques problèmes avec le mot urbain, on pourra y revenir, parce qu'aujourd'hui, ça soulève plein de questions. C'est parfois un peu une manière de lisser justement toutes les cultures qui composent cette culture. Mais ce que ça a d'une culture, c'est le fait qu'on partage des mots. On partage un langage, on partage une manière d'envisager la création, on partage un certain amour de la rébellion et en tout cas de l'appropriation. C'est-à-dire que c'est pas des cultures qui attendent qu'on vienne les chercher, c'est des cultures qui naissent d'elles-mêmes. Le graffiti est un bon exemple. Ils n'ont pas attendu un commissaire d'exposition, il s'impose, et il y a quelque chose de cet ordre-là dans ces cultures-là. Maintenant, ça devient extrêmement difficile à dire, c'est-à-dire au début du mouvement, c'était très clair. Il y avait le graffiti, le breakdance, le rap, les DJ, bon voilà. Maintenant, on est passé d'une culture qui était une culture en rébellion, justement, une culture underground, à une culture qui est devenue le mass média, au fond, la culture dominante. Donc évidemment, ça change les choses, ça change très très fort les choses. Voilà. C'est difficile aujourd'hui de définir ça comme une culture parce que c'est devenu presque de la culture publique, c'est de la culture générale. Comment passer de la culture à la culture générale ? C'est particulier. On va justement en parler au long de cette interview. Alors beaucoup s'accordent à dire que le hip-hop, mouvement, rappelons-le, et tu en as déjà un peu parlé, composé à la base de 4 disciplines, le DJing, le graffiti, le breakdance et le rap, est un des mouvements qui a le plus influencé le monde actuel, que ce soit dans la musique évidemment, mais aussi dans la mode, le cinéma, le langage, les attitudes. À quoi est-ce dû selon toi ? Je ne suis pas sociologue, donc je ne pourrais pas te donner vraiment les raisons. Peut-être simplement parce que c'était dans l'air du temps, parce que ça correspondait à une envie, encore une fois, d'appropriation. C'est-à-dire que le rap, par exemple, au départ, c'est quand même des gens qui se sont mis à dire des mots sur des phases B, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément de capacité musicale, mais qui disaient on a des choses à dire, on le dit et on le fait. Et ça, c'est très proche de toutes les autres cultures émergentes, du blues du début, où on dit ces gens ne savent pas jouer, mais ils avaient besoin de le faire, ils le faisaient, le punk, le rock, tout a commencé comme ça. Et je crois que chaque fois, c'est une question de manière dont un mouvement mâche ce qui vit et le recrache, quoi. C'est-à-dire, dans le graffiti, dans l'imagerie hip-hop, on voit des choses qui viennent de l'imagerie publicitaire, du dessin animé, même au niveau graphique, chez les graffeurs, c'est très clair. On prend ce qui nous entoure et on le recrache. Et évidemment, ça, un gamin qui naît aujourd'hui ne va pas être touché par la même chose dans le passé parce qu'il n'aura pas le même terreau de base, ça ne viendra pas de la même chose, quoi. Donc je crois que simplement, c'était le sens que prenaient les choses. C'est un côté un peu fataliste. Je ne crois pas qu'il y avait de qualité suprême à ce mouvement. Maintenant, il y a toute la notion, est-ce que ce mouvement existe encore ? Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est assez passionnant, d'ailleurs. Mais voilà. Mais pour revenir un peu à la culture, le hip-hop a complètement intégré la pop culture. Oui, et en même temps, il continue à être ostracisé. C'est-à-dire, il continue à avoir une catégorie pop et une catégorie urbaine dans les prix. Quand tu vois qu'aux Victoires de la musique en France, tu as par exemple 2 chanteuses, on va dire Angèle et Iseu, qui, au niveau musical, font quand même des choses qui sont assez proches. Il y en a une qui est en pop et l'autre qui est en urbain. Et pourquoi ? La seule différence, c'est qu'il y en a une qui est noire. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Donc, on l'intègre,
on l'a intégré à la culture, il s'est imposé, mais il continue à être extrêmement peu représenté. Si tu prends par exemple les médias nationaux, quand tu vois que c'est le hip-hop et ce qui a découlé du hip-hop qui fait les plus grosses ventes de tous les temps, c'est quand même fou de voir à quel point il n'est pas présent. On leur fait des chaînes à part. On fait une chaîne spéciale pour le rap, par exemple. C'est une manière de... Oui, on l'intègre, mais on prend que ce qui nous intéresse. C'est quand même assez intéressant de se rendre compte, par exemple, et avec sans manquer de respect à personne, mais de remarquer que dans l'immense majorité des rappeurs qu'on entend à la radio ou à la télé, ben, ils sont blancs, ils sont universitaires, et ils sont absolument pas contestataires. Par rapport à la base du mouvement, c'est quand même dingue. Voilà, alors on peut réfléchir aux raisons, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose là, il faut se rendre compte qu'il y a une récupération, c'est-à-dire prendre juste ce qui nous intéresse et laisser la contestation et laisser ce qui nous dérange, c'est un petit peu problématique. Maintenant, voilà, quand on était gamin, on rêvait d'un hip-hop dominant et maintenant on l'a. Alors, je ne sais pas si on peut être content ou pas, mais je me souviens d'un ami en 92 qui me disait « Ouais, j'ai été aux States, c'est là-bas, il y a du rap dans les supermarchés. » Et on trouvait ça génial. Et aujourd'hui, bon, quand j'arrive à Belle-Île et qu'à Liège, par exemple, c'est un centre commercial et qu'il y a du rap à fond, c'est étrange, c'est sûr, c'est étrange. Mais voilà, est-ce qu'on a gagné ou perdu la bataille? Ça, j'en sais toujours rien, en fait. Et justement, tu parlais du mouvement, est-ce qu'il existe encore ou pas? Ce mouvement est accompagné de valeurs. Je suppose que quand tu te demandes si ce mouvement existe encore, on peut se poser la question des valeurs liées au hip-hop. Est-ce qu'elles sont toujours présentes? À ton avis? C'est une grande question. Moi, je crois que le hip-hop en tant que mouvement comme il l'était, ce qu'on appelait le hip-hop, n'existe plus en tant que tel, parce qu'il s'est tellement subdivisé qu'aujourd'hui, par exemple, dans la danse, dans le crump, qui est un mouvement que j'adore, moi c'est ce qui me passionne le plus en danse urbaine pour le moment, urbaine encore, mais bon, on se comprend, il se considère comme pas hip-hop. Pourtant, ça participe de la même chose, et quand tu vois un cypher de crump, tu les vois sauter dans tous les sens, et il y a cette énergie qu'il y avait dans le break dans les années 90. Donc, le terme hip-hop, je suis pas sûr qu'il soit encore valide. Par contre, les valeurs, c'est très particulier. En gros, on pourrait avoir comme ça l'impression de l'extérieur que le rap était de gauche et est devenu de droite. C'est un peu dur à dire, mais voilà, qu'il y avait une espèce de pensée commune comme ça, qui aujourd'hui est devenue j'essaye de faire du bif, pour me sortir de la merde, tant pis pour les autres. Bon, on pourrait croire ça. Maintenant, moi, j'analyse ça très différemment. C'est que, oui, on peut dire qu'on avait un rap qui était beaucoup plus engagé au début qu'il n'est aujourd'hui. Ça, c'est certain. Maintenant, pour s'engager, il faut avoir de l'espoir. Il faut avoir l'impression qu'on peut changer les choses. Notre génération, moi j'ai 45 balais, notre génération, elle y croyait encore, un peu. On n'était pas nombreux, mais on était certains qu'on allait pouvoir changer les choses. Là, on ne peut pas dire qu'on a assuré, parce qu'on n'a pas changé beaucoup les choses, mais on y croyait. Donc, ça permettait de s'engager. On veut toujours que le rap soit propre et tout ça, hein, que ça change. Mais au fond, le rap, il est un miroir du monde. Et dans le rap, par exemple, aujourd'hui, on peut remarquer, moi je ne les sens pas de droite ou de gauche, je les sens un peu nihilistes. Et on ne peut pas leur donner tort, on leur a quand même pas donné beaucoup de raisons de rêver, beaucoup de raisons de se projeter dans l'avenir. C'est le fait qu'il n'y ait pas comme ça d'espoir ou en tout cas de projet à long terme, ça ressemble à un mur, à une falaise. Et en gros, si vous apprenez que vous allez mourir dans 3 jours, la plupart des gens dépensent toute leur thune et essayent de baiser comme des lapins. Et aujourd'hui, le rap, il parle de quoi? Il parle de thune et de cul. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Aujourd'hui, voilà, c'est un rap qui est plus désespéré qu'à notre époque. Et d'un côté, c'est très hip-hop de prendre parti comme ça, de ressentir ça et de le partager. Au niveau du style, le rap s'est complètement transformé. Enfin, je veux dire, le rap d'aujourd'hui, on l'aurait détesté à l'époque. Mais la musique des gens de 20 ans, elle sert à ce que ceux de 40 l'aiment pas. Moi, si j'étais rentré chez moi avec mon CD d'NTM et que mon père avait dit j'adore, je me serais mis à écouter autre chose, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, cette génération-là, millennials?
Ben, ils ont pris tout ce qu'on n'aimait pas, tout. Les nappes, les cheveux lissés, les pantalons moulants, les voix chantées. On adorait le flow et le kick. Ils ont enlevé le kick et ils ont quasiment un flow beaucoup plus détendu. Ils ont pris tout ce qu'on n'aimait pas et ils ont fait une musique avec ça. Et ça, c'est très hip-hop parce qu'ils nous envoient tous bien nous faire voir, quoi. Ils construisent leur propre culture et ouais, ils ont pris tout ce qui nous dérange pour en faire un style. Alors nous, à la première génération, ben, ça nous demande un peu de recul parce qu'il faut qu'on se dise, ok, c'est nous les darons maintenant. Et c'est nous qu'on provoque en faisant ça. Mais c'est très bien et ça reste très hip-hop. Même si le mot, effectivement, n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, sauf pour les anciens qui continuent à avoir le cœur qui vibre en entendant ces mots-là, quoi. Je vais revenir un peu sur l'influence du hip-hop et tu viens un peu de répondre à cette question, mais je la pose quand même. L'influence du hip-hop a été grandissante depuis sa création et ce n'est pas passé inaperçu, notamment auprès des maisons de disques à l'époque. Et d'un mouvement populaire né il y a plus de 40 ans dans le Bronx, on est aujourd'hui face à une culture mondiale et de masse. Cela n'est pas forcément sans conséquence. Le hip-hop a-t-il perdu un certain charme au travers de sa notoriété ? La question c'est, en gros, est-ce que le rap c'était mieux avant ? Non, le rap c'était pas mieux avant. Souvent quand j'entends cette phrase-là, je me dis ouais, on pense aussi que quand on était petit, il y avait plus de neige, mais on avait des plus petites jambes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi un point de vue, c'était notre truc à nous. Donc évidemment, c'était mieux avant. Mais je crois que si tu demandes à quelqu'un de 20 ans aujourd'hui, est-ce que le rap c'était mieux avant ? Il rigole, parce que bien sûr que non. C'est une question de point de vue, tout ça. L'engagement, c'est quelque chose qu'on peut parfois regretter. Mais au fond, j'ai l'impression que le rap d'aujourd'hui a gagné en poésie. Alors ça peut paraître un peu étrange quand on voit ce qui passe à la radio. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la poésie, c'est l'espace qu'on laisse libre entre l'auditeur et le texte. Il y a plein de chemins à faire. Avant, on était cash. On adorait ce mot-là, et on était cash, on disait les choses au premier degré. Au premier degré, c'était, voilà, on expliquait les problèmes et on les détaillait pendant 4 minutes. Bon. Aujourd'hui, ils font plus ça. Aujourd'hui, quand il y a PNL qui dit « je rentre chez moi et je rentre les poches pleines d'argent quand mon petit frère part à l'école », il nous parle de la dèche, du fait qu'il est obligé de faire du bise pour nourrir sa famille. Il nous parle du fait qu'il essaye de maintenir son petit frère à l'école malgré la merde. Mais il va pas le dire. Ça va pas être ouais, la société. Non, il nous dit un petit bout de phrase et c'est à nous de comprendre. Et c'est ça qui est particulier aussi, c'est que le rap qui est souvent extrêmement mal compris par la grande majorité des gens, c'est parce qu'ils refusent la licence poétique aux rappeurs. C'est-à-dire que, autre exemple, quand Arthur H, chanteur chanson française, fait une chanson où il raconte qu'il joue de la trompette dans sa salle de bain, sa femme veut prendre sa douche, et il la tue. Bon, pour tout le monde, c'est un poème. Et on se dit, ah, il est fou, il est... Bon. Quand Damso fait la même chose, ça devient un type qui cogne sur sa femme. Moi, je ne le connais pas personnellement, Damso, mais les amis qu'on partage me disent que c'est un type très respectueux dans la vie de tous les jours et que les filles n'ont pas peur de le croiser dans le couloir. Mais, encore une fois, c'est un noir. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment ça. Il y a un truc, on considère qu'un rappeur noir qui dit des choses comme ça, c'est forcément un monstre. On ne considère pas qu'il peut, comme tout poète, raconter une histoire à un jeu qui n'est pas lui, par exemple. Ou raconter une histoire purement poétique. Il y a une chanson de Damso dont on sort souvent les pires phrases de Damso. Au fond, c'est un truc complètement allégorique où, oui, il raconte... En gros, moi, je perçois ça comme il baise sa vie, et il parle de sa vie. La personne qu'il est en train de baiser, c'est sa vie. Bon. Après, tu peux sortir plein d'horreurs là-dedans et faire regarder comment il considère les femmes. Oui, enfin, si on doit prendre tous les poètes de l'histoire et analyser tout ça à ce niveau-là, il y a un vrai problème. Le problème aussi, c'est que les gens crachent sur Damso parce qu'il est misogyne, mais laissent leur gamine devant les stars de la télé-réalité, où les nanas sont des morceaux de viande et où on leur demande d'être le moins maligne possible. Donc, il y a quand même une dichotomie très profonde, quoi, sur le fait qu'on demande au rap d'être clean et on laisse le monde être pire que jamais.
encore une fois, le rap est un miroir du monde. Le rap sera toujours aussi sale que le monde. Et pour le moment, le monde n'est pas giga clean, quoi. Enfin, je veux dire, malgré le gel hydroalcoolique. Ce que tu évoques là me fait penser à une autre question. Donc le rap, selon toi, et je suis assez d'accord avec ça, est toujours encore mis de côté, ou en tout cas tant que ce ne sont pas des rappeurs blancs, universitaires. Est-ce que la raison peut se trouver notamment dans le côté subversif du rap et peut-être une peur d'une certaine caste à avoir comme ça des artistes rebelles, remettre en cause leur place, leurs privilèges? Est-ce que ça peut venir de là? Je crois que c'est comme... je sais que vous avez reçu une militante féministe dans votre série d'interviews. C'est des choses à déconstruire, qui sont très profondément inscrites chez les gens. Je ne pense pas que les programmateurs de radio se fassent « Ah non, pas un noir à l'antenne ». Non, je ne pense pas. Je pense que ça soit inscrit dans le mode de fonctionnement, dans l'entre-soi, le fait, les habitudes. Mais voilà, un exemple, je me souviens, il y a quelques jours à peine, quelques semaines, on fait une résidence d'artistes avec des résidences dans un lieu culturel d'envergure de Belgique, et on les amène le premier jour, et puis voilà, ma collègue dit au technicien « Ah, mais on reviendra vendredi, donc dans 5 jours », et la réaction directement a été « Quoi, vous revenez pas ?» Mais non, c'est pas parce que ces 5 artistes sont des artistes hip-hop et noirs qu'ils ont besoin d'être encadrés. La question ne se serait même pas posée avec 5 danseurs blancs, hipsters. Pas une seule seconde. Donc, je pense pas que les gars qui aient dit ça soient racistes. Pas du tout. Je pense simplement qu'ils sont construits. Et que dans tous ces combats-là, moi, c'est ce qui me fait le plus peur dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on a toujours tendance à voir celui qui pense pas comme nous comme un monstre. Je crois que les machistes, les racistes, il faut arrêter de les voir comme des monstres, parce que tant qu'on les verra comme des monstres, on aura perdu. Il faut comprendre d'où ça vient, quels sont les mécanismes qui font que ces gens deviennent comme ça et se pervertissent comme ça et deviennent dangereux comme ça. Même face à quelqu'un d'extrêmement dangereux, il faut toujours garder en tête pourquoi cette personne l'est, et je crois que c'est le seul moyen qu'on a d'agir. Voilà, je sors beaucoup de tes questions. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Tu m'as dit que j'avais le temps. Tu as le temps et tu peux dire ce que tu veux. Donc tout ça est très très bien. Je voulais revenir un peu sur une idée aussi qui est faite sur le rap. On évoque souvent le rap comme une musique militante. Est-ce une erreur? Ouais, je crois. Je crois qu'il y a eu des périodes. Au départ, le rap était très militant. Il y a aujourd'hui du rap qui l'est. Il y a du rap qui ne l'est pas. On aime bien mettre des étiquettes, quoi. Moi, il y a des morceaux qui sont purement des morceaux d'enjaillement, comme on est, qui me vont très très bien. J'ai pas besoin forcément qu'on remette tout en question. Et j'ai pas moins l'impression que c'est du rap. C'est surtout une étiquette, quoi. Mais non, j'adore quand ça l'est. J'adore quand c'est engagé, quand c'est une musique militante. C'est bien que ça soit la place pour les militances aussi. Que les militances, par exemple dans le mouvement slam, c'est très très clair. Là, c'est clairement ces dernières années, les militants ont compris que c'était un espace de parole. Et donc, il y a un ami qui est plutôt du rap, qui à la dernière scène slam, il me dit, mais ça commence à ressembler à un rassemblement de militants, tout le monde vient avec son combat. Et je dis, oui, mais c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça parce que, voilà, notre société manque cruellement de moments où les gens s'écoutent. Donc... Voilà, j'ai peut-être un peu perdu le fil. Non, mais c'est très bien, ça anticipe un peu la question suivante et on en a déjà un peu parlé. Donc, selon moi, on assiste tout de même à une certaine aseptisation des textes de rap. Ils sont pour la plupart moins revendicatifs, moins politisés, même si tu as nuancé tout ça. Quelle serait selon toi la cause de ce changement? Je repose la question, même si tu en as déjà parlé. J'ajoute une sous-question à cette question, c'est lorsqu'on écrit des textes, et tu es bien placé pour le savoir, quand on balance ces écrits à un public, a-t-on une sorte de responsabilité, un devoir de message, de revendication? Est-ce un devoir? Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Pourquoi l'aseptisation? En gros, aujourd'hui, il y a un nouveau rappeur tous les jours. C'est dingue. Là, au boulot, je peux vraiment le voir, il y en a tout le temps. Bon. Pour ceux qui vont être choisis comme ça par le mass média pour devenir des gens connus, ils sont choisis.
Enfin, ils sont choisis pas par une bande qui se réunit pour choisir qui va devenir les stars, mais il faut que ça dérange pas trop. Il faut que le format soit pas trop long. Il faut qu'il y ait une mélodie accrocheuse. Il faut si possible un refrain. Ça enlève déjà pas mal de morceaux de rap. J'ai pas l'impression que le rap, dans son ensemble, se soit aseptisé. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à faire des morceaux qui rentrent dans l'art et des morceaux qui prennent les choses en main et qui disent des vérités. Seulement, c'est pas eux qui vont passer. C'est pas eux qui vont passer parce qu'avoir quelqu'un qui fait 100 mesures sur un sujet, c'est absolument pas radio. On peut pas se rattacher à un refrain, on peut pas. Bon. Donc, dans l'immense majorité des morceaux qui naissent tous les jours de partout, comme je te disais, tous les jours, ben on va choisir ceux qui un peu polissés, quoi. Ceux qui risquent pas de déranger aussi. Parce que les gens sont là à table, ils n'ont pas envie d'entendre parler du monde et de l'horreur du monde. Donc ça, c'est dû... pour moi, le côté polissé, c'est donc pas que le mouvement se polisse, c'est le fait que ce qu'on choisit pour de la diffusion de masse l'est. Et la deuxième partie de ta question, c'était par rapport au slam, je crois. Notamment lorsqu'on prend la parole en public, lorsqu'on écrit des textes. Est-ce qu'à un moment, on a un devoir de devoir interpeller Je ne suis pas sûr que ce soit un devoir d'interpeller. Je crois que ce soit il y a des poètes des poètes, des rappeurs, des musiciens, qui n'interpellent pas forcément. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément appuyer là où ça fait mal. On peut, voilà. Moi, je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui a dit il faut respecter la mauvaise musique parce qu'elle a fait vibrer plus de cœurs que la bonne. Il y a ça aussi en poésie, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens, moi je trouve pas ça terrible, mais ça fait vibrer plein de gens. Et ben tant mieux, heureusement que ça existe. C'est pas un devoir pour moi d'être rebelle, de dénoncer, de dire des choses. Maintenant, c'est une question d'intégrité face au miroir. Si en tant que personne qui écrit, tu essayes de faire un travail intègre, légitime, et que tu as des choses à dire, ben oui, tu dois les dire. Mais ça, c'est une question plus presque de respect de soi. C'est comme le fait d'assumer ce qu'on dit, de ne pas balancer un texte pour faire après, oui, mais en fait, je ne le pense pas vraiment. Oui, là, il y a un devoir. Mais le devoir de s'insurger, pas forcément. En tout cas, pas pour moi. Ce serait fermer la porte à trop de poètes intéressants qui ne s'insurgent pas. Mais c'est ce qui me touche. Ouais, voilà, c'est vrai. Quand il y a un texte qui arrive à faire de la poésie, à m'élever et en même temps à dire des choses et à mettre des mots sur des combats, oui, c'est ce que j'aime. Mais c'est pas pour ça que les autres sont moins légitimes, quoi. Pour rester dans la thématique un petit peu des sujets abordés dans le rap, on sait qu'il y a eu parfois de gros dérapages. Tu as parlé de Damso, et c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on a eu des propos sexistes dans le rap, homophobes. Est-ce qu'aujourd'hui le rap a su un peu se mettre à jour et sortir de ces propos nauséabonds ? Non. Non, on revient sur ce qu'on disait au début, c'est que, enfin, moi je vois très fort qu'on veut toujours que le rap lave plus blanc, quoi. Par exemple, c'est étrange, mais je me souviens d'un interview télé où on me dit, on me parle, là il y avait eu les histoires de main au cul de Romeo Elvis, là, et on me dit, oui, est-ce qu'il ne salit pas le rap en faisant ça ? Je me dis, mais c'est dingue, quoi, quand Ozzy Osbourne fait une connerie, tout le monde ne demande pas, est-ce qu'il salit le rock'n'roll en faisant ça ? Non, c'est juste un con, quoi. Dans le cas de Ozzy Osbourne, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on demande toujours au rap d'être plus clean que la société, alors que sa raison d'être, c'est d'être un miroir. Alors évidemment, dedans, il y a des choses nauséabondes, parce que notre société l'est, et c'est de notre devoir d'agir, et plus on est proche de ces sphères-là, plus on peut agir sur ces gens-là, etc. Principalement en faisant se rencontrer les gens, hein, la plupart du temps, quand c'est des propos parfois antisémites, par exemple. La plupart des mecs de quartier qui tiennent des propos antisémites n'ont jamais rencontré un juif de leur vie. Enfin, donc la plupart du temps, ça passe par la rencontre. Mais non, le rap ne va pas sortir de la misogynie et de l'appât du gain tant que le monde ne sortira pas de la misogynie et de l'appât du gain. Et c'est un peu trop facile de remettre ça sur le dos des gamins de quartier, parce que c'est dans les conseils d'entreprise des Big Pharma qu'il n'y a pas de femmes, quoi.
On dit toujours que le rap, est-ce que le rap est misogyne? Ça, c'est une question qui revient souvent. Mais c'est la seule musique qui a 2 festivals destinés, juste sur les femmes, avec Oh My Lady, la Belle Hip Hop. C'est des meufs qui font un travail de dingue, grand respect. Mais on n'en parle pas, quoi. On continue à nous demander si c'est une musique misogyne. Alors que analyser les paroles de la pop française des années 80 et en termes de misogynie, c'est quand même très fort, quoi. Je l'ai déjà évoqué, mais le hip-hop est un mouvement à la base populaire. Et à l'instar du football, il doit encore supporter un bon nombre de clichés, on en a parlé. Une association comme la tienne, les Arts Urbains, par exemple, se bat pour que le mouvement soit reconnu comme une culture à part entière, j'imagine. Existe-t-il encore des barrières ou des clichés qu'il faut vraiment combattre pour que le hip-hop soit reconnu à sa juste valeur? On en est où aujourd'hui? Il en reste un nombre incalculable. Je vous parlais de cette résidence d'artistes où les gens sont inquiets parce qu'on laisse les gens là. Je me souviens aussi d'un autre événement où des gens avaient acheté un spectacle qu'on avait coproduit et en sortant, le directeur du festival qui me fait « C'était pas très marrant, hein ?» Je dis non, le sujet n'était pas du tout marrant parce qu'il considérait que voilà, danse urbaine, il y allait avoir des mecs qui allaient tourner sur leur tête et que ça allait être fun et sportif. Mais non, c'est des artistes, parfois ils parlent de sujets lourds. Il reste des clichés dans la manière dont ils sont perçus, comme on en parlait tout à l'heure, sans jamais les considérer comme des artistes et comme des poètes, mais comme des jeunes qui par moments ont des coups de génie. C'est pas du tout ça. On continue à être un peu plus inquiet du tag dans les toilettes parce que c'est un groupe de rap qui est en résidence. C'est complètement fou. Oui, c'est des milieux qui sont pas toujours faciles à gérer, et encore ça a bien changé parce que par rapport aux années 90 où là c'était vraiment une bande de chiens fous. Aujourd'hui, les événements qu'on organise, il n'y a juste pas de problème, quoi. Il y a pas de tension. Le dernier festival des Arts Urbains, plusieurs personnes m'ont dit c'est incroyable, l'ambiance est super familiale. Mais oui, il y a les rappeurs de ma génération, il y en a de 50 balais, alors ils viennent avec leurs enfants. Ça n'enlève rien au côté engagé, ça par contre, hein, c'est juste que la population évolue, mais on continue à dire « Ah, c'est du hip-hop, alors il faut 4 sorteurs ». D'habitude il y en a 2, et là il en faut 4 parce que c'est du hip-hop. Ou par exemple, on sépare les choses, on prend un festival de danse, on en crée un autre à côté, à qui on donne un autre nom, parce qu'on leur laisse une place, oui, mais à l'extérieur. Ou on leur crée une chaîne de radio ou de télé, à l'extérieur. Il y a quand même toujours ce drôle de rapport amour-haine, ou en tout cas amour-crainte, qui est hyper important, quoi. Dans le slam, par exemple, nous, on est un peu considéré comme une référence, donc il y a souvent des théâtres qui nous appellent et ils nous disent « Ah, est-ce que, voilà, on fait un spectacle, machin, ça va être bien. Est-ce que vous auriez pas un slammer pour faire du slam dans l'escalier avant le spectacle ?» Mais on appelle pour faire du slam dans l'escalier avant le spectacle. On ne nous appelle pas pour dire est-ce qu'il n'a pas envie de faire une création, ce gars-là, parce que ce qu'il fait est intéressant. Non, on va leur demander de faire ça dans l'entrée. Ou après, ça va avoir un côté cool. Hein. Après le spectacle, avec le verre, je propose que tu interviennes. Alors on prend un slammer qui arrive tout seul, sans micro, au milieu d'une salle et qui vit un moment de solitude. Mais à côté. Et c'est la même chose pour les danses, la même chose pour le rap, la même chose. Enfin voilà, c'est incroyable de voir encore cette distance et ces clichés. Maintenant, il y a des vraies différences. Hein. J'ai eu une réunion hier avec quelqu'un de très intéressant qui fait de l'accompagnement d'une couveuse d'entreprise pour des projets d'économie sociale, etc., et du crowdfunding. Et un crowdfunding participatif, un truc vraiment intelligent avec des contreparties humaines vraiment chouettes. Et il y a des gens avec des porteurs de projets hip-hop qui sont venus les voir. Et on discutait avec la nana qui, elle, se rendait compte qu'en fait, pour ces gens-là, normalement, ils commencent les crowdfunding en disant « Demandez d'abord à votre famille et à vos amis ». Et quand tu dis à des mecs de ces quartiers-là « Demande à ta mère un peu de thunes pour ton projet », jamais il va l'entendre. Parce qu'ils viennent d'un autre terreau dans leur tête, et c'est très beau, ils veulent ramener de la maille à leur famille, ils ne veulent pas en prendre à leur famille pour faire leur truc. Et donc ils se retrouvent dans un truc très bienveillant, un cadre positif, intelligent, etc. Mais il y a un moment où ça cale,
parce que on vient pas du même terreau et que pour être dans une dynamique d'économie durable, il faut déjà avoir le terreau nécessaire. Donc, il y a, c'est vrai, des différences culturelles qui sont difficiles à passer, mais il y a les barrières qu'on a et les barrières qu'on se met. Quand nous, on organise un événement hip-hop dans un truc un peu prestigieux comme le Théâtre Flamand, le KVS à Bruxelles, le KVS est ravi, parce qu'ils ont une équipe vraiment super, ils sont ravis d'avoir notre public au théâtre, mais en même temps, j'ai des gens du public qui m'ont dit « Putain, j'aurais jamais osé rentrer ici tout seul. » Bon, il y a des barrières qu'on se met, et notre taf, c'est de péter ces barrières-là. D'essayer parfois de faire traducteur français-français aussi. D'arriver à dire non, il ne t'a pas insulté, il t'a demandé où était. Voilà. Mais ça va dans les deux sens. Hein. Parfois, il faut dire aussi au rappeur non, il t'a pas insulté, il t'a demandé à quelle heure tu finissais ton service, parce que voilà, c'est pas les mêmes langages. Mais c'est pas parce que c'est pas les mêmes langages qu'il y a forcément une échelle hiérarchique dedans. Et malheureusement, les grosses structures culturelles sont pas encore déconstruites à ce niveau-là et considèrent encore ces cultures-là comme inférieures. Je sais que tous les gens qui m'entendront diront oui, mais moi pas. Mais si, la plupart du temps, c'est encore inscrit en nous. Je dirais en nous parce que voilà, c'est un travail de déconstruction, comme tous les combats d'aujourd'hui. Tu parles beaucoup de différences culturelles entre les rappeurs et les endroits où ils peuvent aller et où on les reçoit. Est-ce qu'avec le temps, on n'a pas quand même, ça ne reste pas un cliché, est-ce que les rappeurs ne sont pas aussi devenus, je pense notamment à un Roméo Elvis qui n'a rien d'un enfant de quartier, ou est-ce que les rappeurs sont encore toujours des jeunes des quartiers, ça n'a pas changé cette histoire? Ça a changé totalement, mais moi je m'occupe des jeunes de quartier. Enfin, c'est eux qui m'intéressent. Oui, ça a changé, et c'est très bien. Il n'y a pas de raison, il n'y a jamais personne qui a dit il faut être pauvre pour faire du rap. Non, voilà, c'est une musique, elle peut être pratiquée par n'importe qui. Mais les arts urbains, au départ, a été créé sur base d'une fondation qui s'appelait la Fondation Jacques Gueux, qui date des années 70, et qui avait pour but de mettre en lumière la création artistique des enfants d'ouvriers et de ce qu'ils appelaient les quartiers de relégation, qui est un très bon terme d'ailleurs, parce que ça l'est encore aujourd'hui. Ça, c'était le core business de la Fondation Jacques Gueux. Et dans les années 90, Alain Lapiower, qui est devenu directeur de Les Arts Urbains, s'est rendu compte que la création culturelle des enfants d'ouvriers et des quartiers de relégation, dans ces années-là, c'était le hip-hop, donc il a donné sa vie à ça. Grand respect à Alain Lapiower, parce que franchement, le hip-hop belge ne serait pas ce qu'il est sans lui, c'est certain. Il s'est vraiment battu, même si ça n'a pas été facile pour un rocker de 30 ans de plus que tout le monde d'arriver en défenseur de ces cultures-là. Mais donc aujourd'hui, oui, moi je m'intéresse plus à ceux qu'on ne veut pas écouter normalement. Et quand certaines personnes de ces cultures-là, qui viennent de ce terreau-là, de ce terreau ouvrier ou en tout cas précaire, réussissent, c'est eux qui sont souvent le plus instrumentalisés et qu'on voit encore plus comme des gens dangereux et infréquentables, quoi. Je me souviens d'un prix musical où les gens voulaient boycotter l'album de Damso et voulaient donner le prix à Jean-Jacques Sekaba pour des raisons de misogynie. Et je leur ai cité une phrase d'un morceau de Jean-Jacques Sekaba, et j'ai fait ça, c'est Damso. Il fait oh oui, c'est choquant. Je fais non, c'est Jean-Jacques Sekaba. Mais chez Jean-Jacques Sekaba, on dit c'est de l'humour. On dit oui, il le pense pas. Enfin, c'est tellement énorme. Et pourquoi l'autre oui, tu vois. Donc c'est très compliqué comme sujet. Alors, comme toute bonne discipline animant le peuple, on parle souvent du hip-hop comme un outil social. Tu l'as légèrement évoqué dans ta réponse précédente. Au travers de ton parcours, peux-tu nous dire en quoi le hip-hop peut être un outil social ? Le hip-hop et toutes les pratiques qui en ont découlé.
est un magnifique outil parce qu'il ne demande pas de prérequis académiques. Le slam, par exemple, moi, quand je donne des ateliers slam, j'essaye pas de changer ce que les gens écrivent ou le font. J'essaye juste de leur dire qu'ils ont le droit d'écrire et de faire des fautes de français. Et de dire des trucs choquants, et de dire des trucs que leur mère peut pas entendre. Voilà, c'est plutôt, là en tant que tel, c'est magnifique. Il y a Peggy, qui est une incroyable nana qui fait un film sur le slam partout en français, partout dans le monde. Elle va appeler son film qui va sortir, je crois. Elle va appeler L'art de rien. Et je trouve ce terme magnifique. D'habitude, j'aime pas les jeux de mots, mais c'est vraiment ça le slam. Et c'est ça qui permet d'en faire un outil incroyable pour que les gens s'expriment, même quand ils ont l'impression de ne pas avoir le level, de pas savoir écrire, d'être nul en français ou des choses comme ça. Dans le rap, il y a un peu la même chose. Il y a évidemment tout le travail musical qui est là en plus, mais on peut très vite s'y mettre. Je dis pas, on peut pas tout péter tout de suite, mais il y a moyen de s'y mettre et ça a une image positive dans la tête des gens qui participent aux ateliers, donc il y a quelque chose d'un peu classe, ouais, je fais du rap, donc ça permet de parler comme ça aussi. Dans le graffiti, il y a aussi, surtout avec l'avènement du style ignorant et tout ça, il y a moyen vraiment de commencer le graffiti vraiment comme ça en atelier, juste par pulsion. Et c'est ça qui en fait un bon outil, je crois. Dans l'absolu, c'est jamais que des pratiques artistiques. Il y en a plein. J'imagine que la peinture sur assiette est aussi un bel outil d'action sociale. Mais voilà, je pense que c'est surtout dû au fait que c'est un mouvement créé par des gens qui n'avaient pas forcément de background et qui se sont dit on le fait parce qu'on doit le faire. Et donc, c'est pratique à utiliser avec des gens. Et je voulais aborder avec toi aussi la thématique des nouvelles technologies qui ont permis la démocratisation de la musique et notamment du rap. Les réseaux sociaux ont permis aux rappeurs amateurs de parfois se faire connaître beaucoup plus rapidement et plus facilement, mais les réseaux sociaux ont apporté également le phénomène des viewers. Un morceau, un titre est bon s'il est vu, entendu de nombreuses fois, ce qui peut être très trompeur. Donc de ton point de vue, est-ce que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux ont un apport bénéfique ou pas sur le milieu hip-hop ? Ouais, c'est très difficile à dire. Moi, souvent, je me suis dit, ah purée, si on avait eu le net quand on était gamin, on aurait tout pété, parce qu'on était bon et on ne connaissait pas. Et c'est vrai que nous, je me souviens d'être venu à Charleroi, j'habitais à Bruxelles quand j'étais gamin, d'être venu à Charleroi pour acheter des mixtapes de rappeurs qu'on n'entend plus aujourd'hui, des EVO et des mecs qu'on ne sait plus qui c'est aujourd'hui, dans une boîte au Palladium où il y avait des concerts de rap et où on allait acheter des cassettes. C'était le seul moyen de savoir ce qui se faisait la ville à côté, quoi. C'est quand même fou. Aujourd'hui, tout est tout de suite mondial. Ça a des effets très positifs pour la diffusion. Ça a des effets négatifs, bien sûr, parce qu'on voit les choses en termes de quantité et plus forcément de qualité. Aussi, la démocratisation de l'informatique et tout ça, c'est pas seulement Internet. C'est aussi, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un home studio à moindre coût. Nous, il fallait qu'on économise pendant des semaines pour avoir 2 heures de studio, et si on flinguait notre couplet, parce qu'on n'avait pas de quoi remettre une 3e heure. Aujourd'hui, on se retrouve par exemple avec des rappeurs qui ont fait leur morceau en studio, 100% en studio, et qui sont incapables de le rapper en public. Parce qu'ils n'ont pas les poumons, parce qu'ils n'ont jamais essayé même au départ de le dire. Ça, on le voit régulièrement. Avec l'autotune, c'est encore autre chose, parce que là, il y a des questions techniques. Mais en tout cas, des gens qui ne sont plus capables, sportivement, de dire leur texte pendant 4 minutes, il y en a beaucoup. Alors qu'il est plus aéré qu'avant, mais ça demande quand même, c'est une gymnastique, c'est un sport pour la bouche, le rap. Donc oui, ça, on peut se rendre compte que l'effet de la démocratisation de l'informatique a provoqué certains problèmes, quoi. Mais si c'est bien, si c'est pas bien, j'en sais rien. J'ai lu un texte il y a pas longtemps, très très drôle, de Socrate, qui dit que l'écriture, la démocratisation de l'écriture, ça va rendre tout le monde con.
Il dit mais oui, on va plus devoir se souvenir de rien, et alors les gens vont plus se voir, ils vont s'écrire, c'est n'importe quoi, une bonne guerre monsieur, avec ça je vous prépare une jeunesse, ça va être quelque chose. C'était l'écriture quoi. Et à l'époque du téléphone, les gens disaient oui, on va rester chez soi, on va même plus se voir, on va se téléphoner. Donc bon, relativisons, ouais ça change la donne, c'est sûr, ça change la donne, mais faut pas faire les boomers non plus quoi. Enfin, on va vite avoir tendance à faire oui, c'était mieux avant. On arrive déjà à la conclusion de cette interview. Et je voulais te poser la question du futur. On a souvent parlé du rap comme un mouvement mort-né, un mouvement éphémère qui portait en lui la raison de sa disparition. Ça fait maintenant plus de 40 ans que le rap est là, le hip-hop est là. Comment toi vois-tu le futur de ce mouvement qui a énormément évolué depuis sa création? Je n'en sais fichtre rien. Moi, j'attends autre chose, en fait. C'est tout à fait personnel, hein. J'adore ces cultures-là. Mais là, il faut reconnaître que quand même, ça fait, depuis le hip-hop, il n'y a plus grand-chose de nouveau, quoi. Il y a eu la techno, plus ou moins au même moment, hein. Les mecs à Détroit qui ont commencé à chipoter avec des 303, c'était plus ou moins au même moment que le hip-hop, hein, l'électro-groove, électro-funk, etc. Bon. Il y a eu la techno et le hip-hop. Mais là, ça va faire 30, bientôt 40 ans. Donc il serait temps, normalement, dans le mouvement, quand tu vois l'histoire de la musique et des trucs, du punk au rock, du rock au bebop, le bebop au blues, le blues au bluegrass, il n'y a pas 50 ans entre chaque mouvement, quoi. Donc là, j'aimerais bien qu'on arrête de faire des revivals, qu'on arrête de faire un retour aux années 70, retour aux années 80, et qu'on invente un peu quelque chose de nouveau. Maintenant, pour ça aussi, il faut de l'espoir. Pour ça aussi, il faut se projeter. Donc c'est ça qui, à mon avis, coince la création, ou en tout cas... Mais c'est une force qu'on ne peut pas réprimer, je crois, le besoin de création des gens. Donc j'ai pas trop de doute sur le fait qu'un jour arrive quelque chose de nouveau, et que ce jour-là, bah, ce sera à nous à pas considérer ça comme de la merde. Parce que notre réaction naturelle, ça va être fait de faire... c'est du bruit, c'est tout le temps la même chose, vraiment, où on en est là. Hein, bon. Ce sera à nous d'avoir le recul, de se dire, est-ce que c'est vraiment de la merde, ou est-ce que c'est juste pas pour moi, et où c'est juste construit contre moi? Et ça, j'ai hâte, quoi. Hâte que quelque chose de nouveau apparaisse, que ça soit un dérivé du hip-hop ou pas, au fond, je m'en cogne un peu, quoi. Mais je voudrais que quelque chose arrive, là, parce que ça suffit. Plus de retour du pas de def et de retour des pompes des années 80 et de musique de cette époque-là. Il faut inventer quelque chose pour le futur, quoi. Ça me paraît une superbe conclusion. Simon, merci beaucoup pour ton temps et pour tes réponses. Bah, de rien, merci de m'avoir invité.